en fait, c'est impossible de rester 5 minutes devant un tableau parce que vous êtes poussé par les gens qui, derrière, eux aussi veulent voir. Et donc, alors, je vous connais assez pour savoir qu'à tout problème, il y a une solution. alors, vous. parce Donc que vous vous allez allez nous me expliquer dire, ce qu'il mais faut faire. c'est une très bonne nouvelle puisque c'est le signe de la démocratisation de la culture. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec vous, Jean-Christophe. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau club Le Figaro Culture où nous allons parler d'art et de patrimoine cette semaine. Tout d'abord, nous allons nous plonger dans les deux expositions phares de ce printemps qui se tiennent chacune sur une rive de la Seine à Paris et qui célèbrent deux grands peintres français, Renoir et Matisse. Ensuite, nous nous intéresserons à la spectaculaire réhabilitation et restauration du pavillon de chasse de la Muette dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye, une initiative privée qui, en miroir, souligne la grande misère de la politique publique d'entretien de notre patrimoine. Enfin, nous ferons un petit tour des expos à ne pas rater en ce printemps avec mes quatre mousquetaires de l'art et du patrimoine. Qui sont-ils? Éric Biétry-Rivière, grand reporter au service culture du Figaro, Isabelle Schmitz, directrice adjointe des Figaro hors série, qui consacre son dernier numéro, bien entendu, à l'exposition événement au Grand Palais Matisse en liberté. Avec nous aussi Nicolas Chaudin, critique d'art au Figaro Magazine, documentariste et auteur, entre autres, de ce merveilleux essai sur le chevaux et le pouvoir, la cavalcade des princes, publié aux éditions Actes Sud. Et enfin, Bénédicte Bonnet-Saint-Georges, rédactrice en chef de la Tribune de l'Art. Alors, on commence avec ces deux grandes expositions parisiennes qui attirent les foules en ce printemps. Renoir et l'amour au musée d'Orsay et Matisse, 1941-1954, au Grand Palais. Alors, les amis, est-ce qu'il faut voir ces deux expositions? Si on ne doit n'en voir qu'une, laquelle? Sont-elles complémentaires? Les deux, allez voir les deux. Si on n'a pas le choix, cher Éric. On a toujours le choix d'aller voir. Vous avez une préférence peut-être? Non, ça se complète bien, oui. Je dirais. Ouais, ça se complète bien. On part avec le Renoir des débuts, le Renoir impressionniste. Donc 1865-1885. 20 ans de création. Et puis du côté de Matisse, c'est plutôt la dernière partie, celle qui va arriver au papier découpé, à la chapelle de Vence. Et en fait, cette coïncidence est plutôt fructueuse parce qu'on voit deux peintres français, comment ils se sont regardés, puisque non seulement ils se sont regardés, mais ils se sont connus en 17. Oui. Renoir est aux Colettes, à Cagnes-sur-Mer, et puis... Renoir est mort en 19, hein, c'est ça? Oui, ouais. Et puis Matisse, jusqu'à la fin de sa vie, ils se sont connus pendant 2 ans, pendant ces grandes années de guerre et de paix. Et Renoir est à Nice, à Cannes, et il va le voir souvent parce qu'il apprécie qu'il soit resté figuratif. Et puis ils partagent certaines choses ensemble. Ils partagent ce qu'on a appelé la peinture du bonheur. Alors avec des guillemets, parce que le rapport au bonheur est compliqué, comme vous le savez, mais chez eux particulièrement. Mais en tout cas, ces couleurs claires, vives, cette main audacieuse qui va aboutir pour l'un au papier découpé et 30 ans plus tôt à l'impressionnisme et à cette touche divisée où il vient de la porcelaine, Renoir. Donc il fait des explosions de couleurs, miniatures, comme ça dans ses toiles. Leur amour pour la nature aussi est très présent. Donc on voit tout ça. Et même si Renoir ne le comprenait pas très bien, son cadet de 30 ans, 28 ans, il voulait laisser la place aux jeunes et donc dire qu'il peut y avoir des bonnes choses dans les nouvelles vagues. Isabelle, vous êtes d'accord? Complémentarité? Je suis absolument d'accord avec Éric. Et des deux expositions. J'aime être d'accord aussi. Et je trouve, oui, qu'ils sont très complémentaires. Ils partagent ce même regard lumineux sur la vie. Ouais. Ils sont déterminés à montrer effectivement le bonheur, des couples heureux, des couleurs, des paysages magnifiques. Et on voit leur peinture et on se dit la vie est belle. Et pour moi, c'était merveilleux. J'ai découvert l'exposition Renoir après, celle sur Matisse, et j'y ai vu une même sensibilité,
presque un parti pris. En fait, ça m'est apparu de façon très flagrante parce que Renoir, souvent, je l'avais vu avec les autres impressionnistes. Oui, et c'était pas forcément celui que je préférais d'ailleurs. Ouais. Mais là, le fait de n'avoir que des tableaux de lui et de voir sa sensibilité, ça m'a fait prendre conscience, je pense, d'une détermination à montrer la beauté de la vie et du bonheur. Et cela, évidemment, ça me plaît. Et puis, j'ai vu une grande convergence entre eux sur le thème de la danse. Parce que il y a une salle entière ronde qui montre 3 tableaux de danse, la danse à Bougival, la danse à la campagne et la danse à la ville, je crois. Que l'on admire. Et celle-ci, la danse à la campagne, c'est mon préféré des 3, qui sont tous les 3 très beaux chez Renoir. Et l'exposition explique que Renoir est le premier peintre à avoir donné autant d'importance à ce motif qui avant était là à titre de décor, mais qui n'était pas représenté en tant que tel et pour les relations entre les danseurs. Et Matisse a exalté le thème de la danse, alors d'une façon complètement différente, parce qu'il arrive aussi au moment où, avec Diaghilev et les autres, la danse elle-même connaît le bouleversement de l'art moderne, et on ne cherche plus forcément l'harmonie, mais le mouvement primaire, primitif, que Matisse rend. Mais j'ai vu là une correspondance que je n'attendais pas entre Renoir et Matisse. Cette réception qu'on peut avoir d'une fraîche candeur, d'une douce innocence chez les deux, alors que ce sont des intellectuels, ce sont des gens très cultivés, qui pensent beaucoup leur peinture, mais cette impression-là, elle est commune. Mais dites donc, Isabelle, si vous faites un hors-série sur Matisse, c'est que vous avez préféré Matisse à Renoir. Il nous a semblé que l'exposition Matisse était plus exceptionnelle. En fait, ça faisait 20 ans qu'il n'y avait pas eu de grande exposition, je crois, 20 ans. Eric, tu me corriges si c'est... Oui, un peu plus. De toute façon, on n'a jamais fait vraiment une rétrospective complète sur Matisse, ça me paraît impossible. Voilà, parce que déjà celle-là, qui concerne sa vieillesse, elle est très, très riche, très fournie, très vaste. Mais du coup, oui, on s'est dit c'est plus original. Et en plus, moi, j'ai trouvé ça très heureux aussi de découvrir, grâce à Matisse, que la vieillesse n'est pas toujours un naufrage et qu'elle peut être, franchement, une période d'aboutissement extrême. Ah oui, mais alors là, Renoir... Mais on ne voit pas le Renoir, sauf dans les dessins. Avec ses pinceaux liés aux mains, complètement arthrétiques, c'est poignant les dernières... Mais il continue de creuser son chemin, y compris avec l'arthrose. Mais d'une manière... Et ça c'est un peu comparable. Il y a une espèce de renaissance sur les dernières années. Mais on le voit moins, sauf dans les dessins, puisqu'il y a toute une partie consacrée au dessin de Renoir. Pour le coup, là, on ne l'avait jamais vu, ou alors il aurait fallu être chez Durand-Ruel en 1921, mais on n'avait jamais vu une exposition de dessin de Renoir. Tellement on pense à lui comme un coloriste. Nicolas Chaudin, je sais que vous êtes sorti de l'Expo Renoir complètement enthousiaste. Oui, alors bon, évidemment, je n'ai plus rien à dire, parce qu'ils sont tellement brillants. Et en plus, ils ont répété. Non, mais qu'est-ce que je peux dire ? Ça pourrait s'appeler non pas Renoir et l'amour, mais Renoir et l'amour de la vie. Parce que il n'est pas question que d'amour, comme tu disais, mais plutôt de bonheur de vivre. C'est l'amour sous toutes ses formes, l'amour fraternel, les frères Durand-Ruel, justement. C'est une espèce d'amour d'une mère pour son enfant. C'est toutes les espèces d'amour. Et surtout le bonheur de marcher dans un monde qui émerveille. Bon, ça, c'est certain. Et quand on sort de cette exposition, on a l'impression d'avoir ouvert une fenêtre. L'air frais est entré dans la maison et on est revigoré. Et rien que pour ça, ça devrait être prescrit chez les bons médecins, parce que ça peut être très utile, me semble-t-il. Quant à Matisse, ce que l'on pourrait ajouter, c'est une remarque interstitielle, ce qu'on pourrait ajouter, c'est que ce qu'il y a de formidable dans la dernière période de Matisse, c'est qu'il prend des libertés, non pas d'artiste, parce que tous les artistes devraient prendre des libertés, mais il prend une liberté de rescapé. Cet homme a échappé à la mort, et soudain, il se dit qu'il n'y a pas une heure sur Terre à perdre pour innover, pour se donner tout entier dans la tâche. Et moi, je trouve ça très émouvant. Les rescapés, les survivants ont une force irrépressible. Et il prend cette décision complètement dingue de peindre en grands aplats des feuilles, puis de les découper, puis non pas de les coller, parce que bien sûr qu'il y a des collages, mais il épingle parfois. Il épingle pour pouvoir changer, se corriger, pour autoriser le repentir non plus comme une faute que l'on veut cacher, mais
comme un droit qu'on s'arroge de changer, ce qu'on peut difficilement faire une fois que l'huile a séché et qu'elle est vernie. Un peu comme, peut-être pas une nouvelle jeunesse, mais en tout cas une seconde vie. Exactement. Et il y a cette histoire absolument dingue qu'il a avec Monique Bourgeois, qui a fait l'objet d'un documentaire formidable sur Arte, il faut quand même le dire. Et cette femme qui va devenir une dominicaine, sœur Jacques-Marie, va être à l'origine de la construction de la chapelle de Vence, de la chapelle du Rosaire à Vence. Et elle va collaborer avec Matisse, qui est furax qu'elle soit rentrée dans les ordres. Il a pour elle un amour... Parce que c'était son infirmière, c'est ça? Ça a été son infirmière, c'était une femme, elle répond à une annonce pour être l'aide-soignante de ce pauvre Matisse qui souffre et va souffrir encore plus de s'être soigné de sa souffrance. Enfin, c'est vraiment un truc, un cercle vicieux. Et donc, elle va l'aider. Il va naître entre eux une amitié tout à fait remarquable, mais une amitié, rien de plus. Et elle en profitera au sortir de la guerre pour entrer dans les ordres parce qu'elle a vu des choses qui l'ont horrifiée. Mais ils vont continuer leur collaboration, c'est-à-dire que cette amitié artistique naît dans un contexte vraiment professionnel, et puis au retour, une fois qu'elle est ecclésiastique, elle va susciter ce projet, elle va l'accompagner, elle va accompagner Matisse qui s'enthousiasme, dont le christianisme est tiède, mais soudain, parce que c'est un survivant, parce que c'est un rescapé, il y a une espèce de gratitude immanente, et clac, il va... génial. Et puis on consacre un article à cette chapelle de Vence que Matisse considérait comme son chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre total. Ouais. Et la correspondance entre les deux est très intéressante, amusante, émouvante. Mais on voit le vieux Matisse qui grogne contre cette jeune qui se permet de lui dire « Je prie pour vous, j'espère que vous rencontrerez Dieu ». La lumière, il lui dit « Mais je suis le peintre de la lumière ». Je suis le peintre de la lumière, je n'ai pas vécu, je n'ai pas de leçon à recevoir au bout de ma vie de sacerdoce. Et j'ai suffisamment glorifié le Créateur. Je n'ai pas eu besoin des sacrements pour glorifier le Créateur. Mais en fait, il va accepter de faire cette chapelle et de différencer toute la lumière à travers les vitraux qui sont... Il y avait un très beau livre de Philippe Verdun, d'ailleurs, du père Verdun, sur cette relation. Alors, Bénédicte, Renoir, Matisse, les deux, aucun des deux? Alors, moi, je trouve très intéressant qu'on parle en même temps de ces deux expositions qui sont... Quand même cette idée géniale, mais... Génial, comme toujours, à chaque fois. Qui sont quand même des expositions sur deux artistes très célèbres, connus du plus grand nombre. Oui. Et ça permet de poser la question de pourquoi fait-on une exposition aujourd'hui? Quel est l'intérêt d'une exposition temporaire? Et il me semble qu'une exposition temporaire, on la fait quand on a quelque chose à dire, quelque chose de nouveau. Soit quelque chose de nouveau sur un artiste très connu, donc enrichir la connaissance sur cet artiste, soit la mise en valeur d'un artiste méconnu ou d'une école, d'un style, etc. Et là, en l'occurrence, dans ces deux expositions, on n'apprend rien de nouveau. Globalement, on n'apprend pas grand-chose de nouveau. Ça ne fait absolument pas progresser la connaissance sur ces deux artistes. Et donc... En fait, moi, j'en suis ressortie ravie. De l'un comme de l'autre, avec une préférence pour Matisse, parce que Matisse est un génie et que Renoir est un peintre inégal. Mais si vous voulez, j'en suis ressortie ravie parce que nous tous, ici, nous voyons les expositions dans les meilleures conditions qui soient. C'est-à-dire que nous sommes en petit comité, nous avons les commissaires pour nous présenter l'exposition. Mais la vraie vie, c'est pas ça. La vraie vie, c'est des files d'attente. La vraie vie, c'est que les gens, aujourd'hui, ne peuvent pas aller visiter un musée, ce genre d'exposition sur un coup de tête, en disant « j'ai 2 heures à tuer, je vais aller au musée d'Orsay, c'est terminé ». Il faut anticiper, s'organiser, réserver plusieurs jours à l'avance son ticket. Et une fois qu'on a son ticket, à l'intérieur, c'est une foule compacte de gens. Vous avez le visiteur de derrière qui vous souffle son haleine dans la nuque, le visiteur de devant qui brandit son téléphone dans le champ de vision, vous avez le visiteur de droite qui raconte sa soirée, le visiteur de gauche qui commente les tableaux en disant le moustachu, on dirait tante Dédette. Et pourquoi pas, mais si vous voulez, en fait, c'est impossible de rester 5 minutes devant un tableau parce que vous êtes poussé par les gens qui, derrière, eux aussi veulent voir. Et donc,
Alors, je vous connais assez pour savoir qu'à tout problème, il y a une solution. Alors, vous. mais non, mais donc, parce Donc que vous vous allez allez nous me expliquer dire, ce qu'il mais faut faire. c'est une très bonne nouvelle, puisque c'est le signe de la démocratisation de la culture. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec vous, Jean-Christophe. Parce que, si vous voulez, quand on voit le prix du billet, évidemment que ça n'est pas du tout accessible au plus grand nombre. Et quand on voit l'absence d'enseignement de l'histoire de l'art à l'école du Louvre, évidemment qu'il y a tout un pan de la population qui n'a ni les moyens financiers, ni le bagage culturel pour aller voir ce genre d'exposition. Et pourtant, tout est là. Allez au Cateau Cambrésis, par exemple, il n'y a personne. Le musée est fantastique. Oui, mais la ville est toute là, si vous voulez, petite, non, mais en je dehors des parle de ces sentiers deux battus. expositions, Matisse et Renoir. Et en Oui, fait, bien sûr. il me semble que les musées... Ces événements donneront envie justement d'aller plus loin et d'aller vraiment mais pour moi, c'est révélateur de dans la les tendance musées, des dans musées le terroir, à vouloir dans répondre les ateliers. aux besoins de la société de consommation, aux attentes de la société de consommation qui consomme la culture et qui a besoin de nouveautés en permanence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se dit, Mais que je vais faisaient aller au d'autres les musée, peintres? quelles sont les nouveautés? C'est-à-dire, comme on va au cinéma, quelles sont les sorties du moment? On va voir les sorties du moment avec, si possible, un acteur un peu connu, que ce soit Tom Cruise ou Pierre Ninet. Ouais. Voilà. Et là, on dit, je vais aller au musée, quelles sont les nouveautés? Et si possible, avec un artiste un peu connu, tiens, Renoir ou Matisse. Et je pense que ça n'est pas la vocation d'un musée. Et alors, vous allez me dire, mais alors, où voulez-vous en venir, Bénédicte? Parce que j'aime bien vous prêter des propos. Formidable, vous faites les questions, les réponses, les relances. Voilà. Je vais me coucher. Et j'ai envie de dire aux personnes qui nous écoutent, mais n'allez pas voir ces expositions qui sont formidables, qui sont passionnantes et qui sont très belles. Allez voir les collections permanente. Allez voir des musées qui ne proposent pas d'exposition temporaire. Allez voir le musée de la Croix où il n'y a pas d'exposition permanente. On peut rester 10 minutes devant un chef-d'œuvre et il faut aller voir les collections permanentes, retourner voir les expositions permanentes parce que les chefs-d'œuvre, ça se voit et ça se revoit et ça se revoit. C'est le principe même d'un chef-d'œuvre. Et il faut aller dans les musées pour le permanent. Mais sinon, c'était des très belles expositions. Alors, je suis absolument d'accord, Bénédicte, avec ce que vous dites sur les collections permanentes, parce que c'est vrai que faire la queue 2 heures pour aller voir, en fait, des tableaux qu'on pourrait voir souvent dans de bien meilleures conditions, ça a peu de sens. Mais quand même, l'avantage de ces expositions-là, en tout cas pour Renoir, il y a un nombre de tableaux qui viennent des États-Unis que moi, je n'avais jamais vu. Oui. Le déjeuner des canotiers, par exemple, mais plein d'autres tableaux. En effet. Qui sont merveilleux et qu'en fait, on aura a priori peu de chances de voir, sauf si on va à Philadelphie, à Boston. En effet. Mais néanmoins, les collections du musée d'Orsay sont très riches en tableaux de Renoir. Ça, c'est vrai. Et en fait, il suffit de monter d'un étage pour voir quand même pas mal de chefs-d'œuvre. Dans le milieu des impressionnistes, c'est quand même assez une référence, quoi. Mais bon. L'avantage, c'est que si on ne va pas voir les expos, on peut lire le hors-série du Figaro, où c'est là. Tout est dedans. Alors, on ne parle pas seulement de la vieillesse de Matisse, mais de toute sa vie, de la façon dont il devient peintre par hasard. Pour le distraire lors d'une convalescence, sa mère lui offre une boîte de couleurs, et là, c'est la révélation. Il a 20 ans, il découvre la peinture, et il ne la lâche jamais. Et la deuxième révélation, c'est la lumière du Sud, parce que cet homme du Nord, du Cateau Cambrésis, découvre la lumière de Collioure et de Nice, et alors là, c'est la fascination, il avait déjà les couleurs de de ses parents qui travaillaient dans le textile. Ah oui. Donc il était déjà très il était avec familier. des ciseaux. Il est né avec des ciseaux en fait. On croit qu'il a découvert les ciseaux à la fin de sa vie, mais il les avait déjà tout petits. Il les avait petits, mais enfin les couleurs du magasin de ses parents n'étaient peut-être pas aussi intenses que les couleurs du Sud qu'il a vues à Nice, à Tahiti, il a gardé des coupons toute sa vie. Au Maroc, en Algérie, et voilà, nous on raconte tout ça, toute sa découverte de... Renoir aussi a une production orientalisante très intéressante et il cherche évidemment à Colette la lumière du midi. Ouais, c'est pas propre aux deux, mais... il y a une formule d'Aragon que Michel de Gégère cite dans son édito qui est il a des oiseaux du monde entier dans sa volière, en parlant de Matisse. Je trouve ça joli et Michel de Gégère finit son édito en disant qu'il n'a pas cherché à montrer le monde, mais à sublimer le réel pour montrer les émotions que cela lui procurait et qu'il est le peintre du bonheur de voir. J'aime beaucoup cette formule. Nicolas Chaudin, un dernier mot sur cette double... Je dirais juste que cette exposition Renoir, le peintre de l'amour, du bonheur de vivre, etc., n'exclut pas que c'est un très grand compositeur par moment, un compositeur d'images. Et je pense notamment à la loge de l'opéra.
les deux amies qui ne se parlent pas, en fait. Elles sont en conversation, mais au moment où Renoir les saisit, elles ne se parlent pas. Il n'y a pas d'homme sur l'image, il y a juste un bouquet de fleurs qui laisse supposer qu'un soupirant s'est démené quelque part en coulisses. Et ce qu'il y a de génial, c'est qu'on comprend que ces deux femmes sont très amies, sont même très proches. On s'en rend compte juste à cause de l'orbe que dessinent leurs bras. Les bras de celle qui porte sa gerbe, enfin, je ne sais plus comment elle le fait, mais enfin, qui correspondent aux bras de l'autre qui s'appuie sur des dossiers. Enfin, il y a une espèce comme ça de cercle amoureux, ou en tous les cas très très amical, un cercle intime. Et la composition de cette image est proprement géniale. C'est pas juste un bol d'air frais, cette exposition, c'est aussi l'apprentissage de ce qu'est la bonne peinture. Quand Renoir fait de la bonne peinture. Et quand il en fait de la grande. Est-ce qu'on peut dire aussi des deux? Les parapluies, le tableau des parapluies, qui est lui aussi extraordinaire dans sa composition. Qui témoigne de son changement de style, puisqu'il y a la partie droite qui est en 80 et la partie gauche qui est en 86. Mais qui prouve bien aussi qu'un grand artiste évolue, marche, avance, change. Avance avant les autres, ce sont des défricheurs, mais ce sont aussi tous les deux des héritiers de la peinture occidentale. Ils connaissent parfaitement la peinture vénitienne, ils connaissent parfaitement l'art galant d'un Watteau, d'un Boucher, jusqu'à Fragonard et sa touche si apparente. Et ça les réunit aussi. Ils les connaissent parfaitement. Et ils ont tous les deux copié au Louvre. Oui, ça c'est intéressant de le savoir parce qu'on a fait de Matisse l'un des premiers de l'art moderne, avant-gardistes, etc. Ce sont deux révolutionnaires. Comme s'il était dans la rupture, or il a toujours revendiqué d'être un héritier des maîtres. Renoir et l'amour, la modernité heureuse, 1865-1885 au musée d'Orsay, et Matisse 1941-1954 au Grand Palais avec ce Figaro hors série, Matisse en liberté, qui est dans tous les kiosques. Allez, on va quitter Paris pour aller pas très très loin, une vingtaine de kilomètres à Saint-Germain-en-Laye, au cœur de la forêt domaniale, dans une petite clairière où a été érigé sous Louis XV par Ange-Jacques Gabriel un pavillon de chasse où se rendait fréquemment le roi, puis après lui son petit-fils Louis XVI, puis après lui Napoléon Ier, puis après lui Napoléon III. Et bien qu'il ait été classé monument historique, ce pavillon a été ensuite, comme tant d'autres, un peu abandonné par les pouvoirs publics au XXe siècle. Une histoire tristement banale, mais qui finit bien, car il y a 7 ans, deux promoteurs immobiliers passionnés par le patrimoine, l'architecture et l'histoire, Benoît Dallouin et Emmanuel Basse, se lancent dans une aventure un peu folle. Ils rachètent le lieu, investissent des millions et des millions d'euros pour restaurer l'endroit en respectant au plus près l'esprit originel et même les matériaux originels. Nicolas Bénédicte, vous êtes allé là-bas, vous avez vu cet endroit. Racontez-nous un petit peu sur place. Bah non. Allez, Bénédicte. Alors, non, parce que moi, c'est pour aller un peu. Donc Ah non, bah alors, d'abord Nicolas. Pavillon de chasse, en plus, c'est votre domaine. Ah non, mais pas sur la restauration, moi. Mais... Et puis après, voilà. D'abord, des pavillons de chasse, il y en a très peu. Enfin, de cette époque. Parce que la vénerie au XVIIIe siècle, elle est royale. Et exclusivement royale. Il n'y a pas d'équipage seigneuriaux ici ou là. C'est au XIXe siècle que la France va se couvrir de relais de chasse et de rendez-vous de chasse, plus exactement, puisqu'il s'agit d'un rendez-vous de chasse. Et expliquez la différence entre un rendez-vous et un c'est-à-dire qu'un rendez-vous de chasse, c'est de là que l'on part et là qu'on revient. Avec le gibier. Voilà, le relais de chasse, c'est une étape où sont tenus les chevaux de change et éventuellement quelques victuailles pour restaurer le cavalier de passage qui... Et donc, le relais, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus... sommaire. Voilà, rudimentaire, alors que le rendez-vous de chasse est déjà une architecture un peu plus élaborée, avec notamment des endroits où éventuellement coucher. Cela dit, ces équipements sont rares, puisque c'est la vénerie royale, et donc, en général, ils sont à la proximité de forêts royales. Donc, ça restreint, et puis, surtout, la plupart d'entre eux ont été démolis, gobés par les banlieues aussi, et donc avilis, puis finalement, à force d'être avilis, ils finissent par disparaître sous un tas de gravats. Voilà, et donc il en reste très peu, et c'est important de les garder. C'était, alors pour la Muette,
c'est quand même une œuvre de Gabriel, au même titre que le Butard. Du reste, le pavillon du Butard, qui lui aussi est un petit joyau de Gabriel. Gabriel, c'est la place de la Concorde, le petit c'est Trianon Versailles. C'est l'école militaire. Et donc, marine. c'est comment dirais-je la Concorde, Bordeaux, enfin bref, on pourrait parler pendant des heures de l'œuvre de ce Gabriel-là. Ce que je voulais dire, c'est que ces monuments, petits monuments, étaient relevés de la responsabilité de l'État, qui s'en est complètement désintéressé, qui les a confiés et l'un et l'autre, parce qu'on parle et du Butard et de la Muette en même temps, puisqu'il y en a un qui a trouvé son sauveur, ses sauveurs, et l'autre pas, pour l'instant. Et même architecte, même époque, bref. Donc c'est vraiment deux histoires jumelles, mais qui pour l'instant n'ont pas trouvé un épilogue commun. Et c'était l'Office national des forêts qui devait s'en occuper. Alors déjà, j'adore, on confie à l'Office national des forêts des monuments historiques. Enfin, on se dit... mais parce qu'il était classé monument historique. Mais bien sûr, et l'un et l'autre. Parce que le Butard est plus petit, mais il était beaucoup plus sophistiqué dans son décor et dans son... Donc, on les confie à l'ONF, mais est-ce que vous croyez que des ingénieurs des eaux et forêts ont quelque chose à faire de l'architecture néoclassique ? C'est pas leur boulot. C'est comme quand on s'étonne qu'un hôpital ne soit pas un hôpital historique, Saint-Louis par exemple, qui date quand même d'Henri IV, soit mal entretenu par l'assistance. Bah non, c'est normal. Les gars, c'est pas des architectes, ce sont des médecins. Et, donc voilà. Alors on se retrouve avec ces deux petits monuments qui sont des rares témoins du faste royal. Alors du faste ici est réduit au petit souper, si vous voulez. Mais c'est quand même des témoins du faste royal, parce que la vénerie royale en France, c'est pas une blague, hein, c'est des cortèges de 300, 400 personnes, 500 chevaux, des dizaines et des dizaines et des dizaines de chiens. Enfin, c'est colossal, la vénerie royale. Et donc là, voilà, c'est tombé en ruine. Alors, moi, je trouve qu'il est heureux que deux particuliers aient réussi à soustraire à un État défaillant ce monument surtout pour le sauver. Pour réussir la restauration. Et pour plutôt réussir la restauration. En tous les cas, une chose est sûre, c'est qu'ils y ont mis beaucoup plus que ce que leur profession d'agent ou de promoteur immobilier n'aurait dû les conduire à faire. Ils se sont pris au jeu, ils ont aimé cet endroit et ils ont réussi, en tous les cas, à en sauver une majeure partie, avec parfois quelques petits excès, mais c'est... Voilà. J'aimerais bien qu'il arrive la même chose au Butard, mais tu ne vas pas être d'accord. Mais si, je suis tout à fait d'accord. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Mais il faut absolument voir le documentaire sur cette restauration qui montre vraiment, c'est une véritable aventure et ça montre le savoir-faire quand même de professionnels. On oublie quand même que y a les compagnons qui sont quand même les seuls à être capables de faire ce genre de restauration. D'ailleurs, ils étaient très inquiets parce que c'était en même temps que la restauration de Notre-Dame de Paris. Ils avaient peur de ne plus avoir de compagnons sous la main pour faire ces travaux magnifiques. Oui, donc c'est quand même c'est une véritable aventure qui montre à la fois un savoir-faire exceptionnel en matière de restauration, qui montre, si c'est nécessaire de le rappeler, la grande richesse du patrimoine architectural en France et qui souligne le rôle aujourd'hui devenu indispensable, hélas, des initiatives privées. Ouais. Et heureusement qu'il existe des mécènes capables de mettre leur énergie, leur argent et leur passion au service d'un bien commun. Et je trouve effectivement, en tout cas, sidérant que l'État ait vendu ce pavillon. Le résultat est formidable, mais c'est quand même le principe même que l'État soit capable de vendre un pavillon de chasse créé par l'un des grands architectes du XVIIIe siècle pour Louis XV, qui fait partie intégrante de l'histoire de France et qui est quand même un intérêt architectural indéniable, que l'État le considère comme un fardeau plutôt que comme une richesse. On en tombe des nues, enfin c'est sidérant. Et effectivement, quand on voit le résultat avec le pavillon du Butard, qui a été donc lui aussi œuvre de Gabriel, lui aussi classé au titre des monuments historiques, lui aussi créé pour Louis XV. Il n'a pas eu de chance, lui. Il n'a pas eu de mécène. Et donc, ce pavillon a été mis en vente il y a 10 ans.
Ça a provoqué l'émoi de certaines personnes, donc la vente a été annulée. Ça fait 10 ans qu'il est à l'abandon. Ça veut dire que ce pavillon, contrairement au pavillon de la Muette, était en bon état. Et depuis 10 ans, il est tagué, les vitres sont brisées, il y a eu des intrusions. Et donc, en fait, plus le temps passe, plus il se dégrade et plus sa restauration va coûter cher. Et donc, en fait... Et alors, pourquoi l'État vend son patrimoine? Pourquoi l'État vend son patrimoine alors que son rôle, c'est quand même de le transmettre aux générations futures? C'est quand même de prendre soin d'un héritage du passé pour le transmettre aux générations futures. Est-ce qu'il faut... Il s'agit de faire des économies, mais alors attendez, c'est une vision à très très court terme, parce qu'en plus, l'État va verser des subventions pour aider quand même les personnes privées qui vont entreprendre la restauration. Et parallèlement, l'État a des projets pharaoniques et aberrants comme la flèche de Saint-Denis, la flèche de la basilique de Saint-Denis, qui n'est pas restaurée. Il ne s'agit pas d'une restauration, il s'agit d'une reconstruction ex nihilo. Ça va coûter des millions, ça va abîmer ce monument qui est quand même un petit peu important pour l'histoire de France. Et ben voilà, on mène à bien ce genre de projet. Et que ce soit le pavillon du Butard, qui est dans un état catastrophique, ou le projet de Saint-Denis, ça n'est pas un exemple isolé. Et quand on voit l'hôtel Mezzara à Paris, dans le 16e arrondissement, c'est exactement la même situation. C'était entre les mains de l'État. L'État a dit « je vais le vendre parce que je n'en ai plus l'usage ». L'hôtel Mezzara, c'est quand même une architecture d'Hector Guimard, qui est un architecte Art Nouveau, donc c'était un bel exemple d'architecture Art Nouveau. Hector Guimard n'est pas le moins connu, parce que tout le monde connaît les bouches de métro de Paris. C'est un artiste mondialement connu. Il méritait quand même qu'on en prenne soin. Donc l'État a voulu vendre, finalement la vente n'a pas eu lieu. Il y a eu encore une fois une initiative privée, le Cercle Guimard, qui a trouvé un mécène, Fabien Chaunet, qui était là. Mais nous on veut bien s'en occuper, mais nous on veut bien en faire un musée à Guimard. Pendant 10 ans, ils se sont battus pour obtenir le droit de s'occuper de ce monument. Pendant 10 ans, ce monument a été à l'abandon. Et donc il est dans un état aujourd'hui abîmé. Donc maintenant, il va falloir le restaurer avant d'ouvrir un musée. Éric, Éric, un mot sur le Non, pavillon de la Muette. sur le pavillon, je voulais dire que donc il a rouvert, donc on peut y aller. Chacun d'entre nous peut y aller. Et c'était budgété pour 3,5 millions au départ, et ça a fini à 6 millions. Ça a fini à 6 millions même. Mais il y a eu 20% de subventions. Donc on remercie notamment, il faut quand même remercier notamment Saint-Germain-en-Laye, qui finalement a accepté de jouer le jeu. Alors c'est bien, c'est pas suffisant. Il faut effectivement un rôle moteur et non pas d'accompagnateur des pouvoirs publics, à mon avis. Et ça, c'est le cas aussi à Saint-Germain-en-Laye, qui est une ville riche en patrimoine, évidemment, avec son château. Mais il y a aussi le musée de Maurice Denis, qui est un grand peintre nabi, musée départemental, qui a été restauré, on peut le voir aussi, mais son atelier, lui, ne l'est pas, c'est juste à côté, c'est un atelier en béton de Benjamin Perret, celui qui a fait le Théâtre des Champs-Élysées, et là aussi, on est dans un lieu parfaitement historique et dont on attend un avenir. Allez. Juste un mot quand même. D'abord, l'État s'est souvent défait de choses qui lui appartenaient, et c'est le vrai des rois qui se débarrassaient des châteaux et les livraient à la destruction, Louis XVI et le château de Madrid, ou des choses comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que là, il s'agit d'un petit patrimoine que l'État se révèle être absolument incapable d'entretenir, peut-être à cause de la multiplicité de ce type de propriété pour l'État. Et quand c'est à la mesure de ce que peut entreprendre un particulier, je me dis, après tout, c'est pas mal qu'une demeure soit reprise par un particulier. En l'occurrence, c'était bien des biens de l'État, des biens du roi, donc de la couronne, donc de l'État. Mais tout de même, je me dis qu'il ne faut pas négliger ces possibilités-là, surtout quand l'administration qui a en charge ces monuments démontre de manière récurrente son incurie, ce qui a été le cas de l'ONF. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de... C'est pas antinomique pour l'État d'éventuellement se défaire d'un bien, puis de subventionner sa restauration. Être propriétaire d'un bien, quand on est l'État, c'est une chose complètement différente que de
financer ou subventionner la restauration d'un monument historique. Et le fait même que l'un comme l'autre soient des monuments historiques fait que même vendus à des particuliers, normalement, il y a une charte qui interdit aux particuliers de faire n'importe quoi de ces monuments. Absolument. Le problème, le vrai problème dans cette histoire, c'est que la loi de protection des monuments historiques en France est sans cesse bafouée, que le contrôle des travaux des monuments historiques a été démantelé il y a déjà une vingtaine d'années, le corps des inspecteurs notamment, et que le problème, il est là. C'est que si on décrète qu'on doit protéger un monument, on le protège. Confère les vitraux de Notre-Dame. Oui, mais en fait, là, il y a des tas de monuments qui sont classés. Le résultat, c'est quoi? C'est qu'ils sont complètement à l'abandon. Depuis 1921, parce qu'on se fout de cette... Bénédicte a évoqué ce documentaire qui sera diffusé juste après l'émission ce mercredi soir. Je vous propose d'en voir un petit extrait tout de suite. Aujourd'hui, donc, la Muette est sauvée, la Muette revit, la Muette est ouverte au public. La feuille de route a été accomplie et je pense que le résultat est à la hauteur de nos espérances. Lorsqu'on a sauté le pas pour acheter ce bâtiment, on avait quelques attentes, mais finalement l'aventure, par les rencontres qui ont été faites, s'est avérée beaucoup plus belle que ce qu'on avait en tête. Un monument historique, c'est un bien commun qui crée du lien, évidemment avec le passé, mais c'est aussi un lien entre tous ceux qui aiment le patrimoine et quelque chose qui unifie, un peu comme une maison de famille unifie une famille autour d'elle. La résurrection du pavillon de la Muette, un documentaire donc, de 35 minutes d'Émile Dominé. Juste après cette émission, vous avez pu voir Benoît Dalluin et Emmanuel Basse qui sont ces deux sauveurs de ce pavillon de la Muette. Allez, on termine l'émission tranquillement avec vos coups de cœur respectifs. Isabelle Schmitz, on ne vous a pas entendu depuis au moins 5 minutes. Ah mais je vais prendre la parole. Qu'est-ce que vous avez vu de beau? Mon coup de cœur absolu, les splendeurs du baroque au musée Jacques-Marandré. Gréco, Velázquez, Zurbarán, Murillo et j'en passe. C'est une exposition merveilleuse qui a été réalisée grâce au trésor de la Hispanic Society of America, pardon, fondée par New York, voilà, qui est à New York, au nord de Manhattan, fondée par Archer Milton Huntington, qui à l'âge de 12 ans est allé au musée un jour, est tombé complètement amoureux des tableaux, de l'art, et a été adolescent, jeune homme, avec l'idée fixe de je veux moi-même fonder un musée, permettre aux gens. Il écrit à sa mère, je veux créer un musée qui condense l'âme de l'Espagne à travers des œuvres de la main et de l'esprit. Et donc, il va, parce qu'il a été en Espagne, il a été subjugué par la visite du musée du Prado devant Gréco, Velázquez. Et donc, il va racheter tous les tableaux qu'il peut réunir et fonder cette Hispanic Society of America à New York. Et on a la grande chance d'en avoir... donc l'expo, c'est vient uniquement de cette collection. Uniquement de cette collection. J'ajouterais qu'on voit aussi de l'art baroque du Pérou ou de Bolivie. C'est ça, de la Nouvelle-Espagne. La Nouvelle-Espagne. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on n'en voit jamais à Paris. Il faudrait faire une exposition sur les anonymes de Cusco qui sont merveilleux. C'est des peintures à base de plumes, de nacre. C'est ça, les tableaux qui s'appellent les enconchados, où il y a des coquilles, en fait. Le cadre est constitué uniquement de coquilles de nacre. Et puis, j'ai en tête les Noces de Cana, je ne sais pas d'ailleurs de qui, c'est peut-être un anonyme. Si, c'est un anonyme de Nicolas de Correa. Non, lui, on sait qui c'est, mais c'est du bois incrusté de lac irisé, et y compris dans le tableau, on voit la scène des Noces de Cana avec donc le Christ, la Vierge, les serviteurs qui remplissent les jarres, et le tableau brille. Et c'est en fait une fusion de ce que l'art espagnol a de plus grand et de ce que l'art autochtone, donc du Pérou, du Mexique, peut générer. C'est une fusion étonnante. Et c'est à Jacques-Marandré jusqu'au 2 août. Éric. Alors moi, je vais vous parler d'Henri Rousseau, dit le douanier Rousseau. Alors maintenant, il ne faut plus trop dire que c'est le douanier Rousseau, que c'est un vrai peintre. Évidemment que c'est un vrai douanier maintenant. Le douanier, c'était un peu méprisant. D'ailleurs, ça l'était un peu à l'époque. C'est Alfred Jarry. C'est parce qu'il n'y a plus de douane, donc on ne peut plus dire douanier. Les gens ne savent pas ce que veut dire douanier. En fait, c'était un gablou, mais c'était même pas un douanier. Donc à l'orangerie. Henri Rousseau, allons-y. Henri Rousseau, on voit à l'orangerie quelque chose qu'on n'a jamais vu, c'est-à-dire là, pour le coup, une vraie rétrospective. Pourquoi ?
parce que ces tableaux ont été achetés par les jeunes de l'avant-garde autour de Picasso, Max Jacob et Apollinaire, et notamment par le docteur Barnes, docteur immensément riche suite à des ventes de médicaments contre la syphilis qui à l'époque faisait des ravages. Donc il est très riche et ce docteur Barnes vient faire ses emplettes à Paris et il va acheter 150 Renoir, par exemple. Oui. Est-ce que c'est pas lui, c'est pas pour lui que Matisse travaille la danse à la Fondation Barnes, la danse Barnes. Et il achète quantité des meilleurs douanier Rousseau, c'est-à-dire ces jungles, ces grands formats, alors on les appelle naïfs, mais déjà André Malraux dit qu'il faudrait être naïf pour les appeler naïfs, parce que c'est quand même, quand on les regarde de près, il y a un vrai métier, notamment dans les couleurs qui sont très très exquises et pensées. Donc on a la trajectoire de ce peintre à peu près anonyme qui cherche à être connu mais auprès du salon. Alors il a en tête les grands peintres pompiers comme Gérôme et il veut avoir les palmes académiques. Alors par exemple il fait son portrait, il a le badge avec les palmes académiques qu'il n'a pas. Et finalement de dénigrement en ironie à son encontre, il va se faire un nom et il va trouver une formule qui sont ces jungles qui vont plaire, être vendus jusqu'en Amérique. Et voilà, donc c'est un... Il y a Barnes et Paul Guillaume aussi, je pense. Alors Barnes, Guillaume était le galeriste, qui vendait un peu le chaouche pour Barnes. Hein. Et Barnes ne prêtait jamais, c'est ça que je voulais dire, c'est que Barnes a toujours refusé de prêter, il a fait sa fondation en disant on ne touche à rien, c'est comme le château de Chantilly, on ne touche à rien. Et puis en 24, après des années de différends juridiques, on a trouvé une solution et finalement, la Fondation Barnes, qui recèle tout un pan de l'histoire de l'art du 18, 19, 20e, commence à ouvrir. Ouais. Et c'est pour ça qu'on voit deux Renoirs de Barnes à l'actuelle exposition. On voit des Matisse, je crois 2 ou 3 aussi, et beaucoup de douanier Rousseau. Merci, Monsieur Barnes. C'est à l'Orangerie, donc jusqu'au 20 juillet. Bénédicte, un premier coup de cœur. Oui, alors, non, je voulais revenir sur Splendeur du baroque. Ah oui, parce que justement, pour moi, ce genre d'exposition, c'est très intéressant parce que c'est des œuvres qui viennent de loin, qui nous permettent de les voir. Mais... Voilà. Néanmoins, l'exposition n'a pas de propos. C'est le déplacement d'œuvres d'un musée à un autre, un florilège, et voilà. Et ça se justifie parce que je crois que le musée est en travaux. Oui, il est fermé. Les œuvres circulent. Et donc, tout le monde ne va pas à New York. Non, mais personne n'allait à New York, il n'était pas connu ce musée. C'est l'occasion de voir des œuvres, mais encore une fois, cette exposition. Mais ça n'est pas que ça, à mon avis, parce que ça ne fait pas progresser la connaissance sur moi, je pense que le baroque. Je pense, alors, peut-être pas sur. Enfin, pour des gens qui connaissent déjà bien, peut-être que l'exposition ne fait pas progresser la connaissance. Mais pour des gens qui ne savent pas exactement, qui ne connaissent pas exactement le baroque espagnol, ça a le mérite de rappeler. Déjà que ce qu'on appelle le siècle d'or espagnol, c'est le 16e et le 17e, qu'entre Gréco et Velázquez, c'est pas la même époque, c'est pas le même style, c'est pas les mêmes inspirations, et que justement cette peinture des Amériques, elle est exceptionnelle parce qu'elle est riche non seulement de l'Espagne, mais aussi des Flandres, puisqu'en 1400, je crois que c'est 96, la fille Jeanne dite la folle, la pauvre, qu'on a rendue folle aussi un peu, voilà, mais qui a épousé Philippe de Habsbourg, par ce mariage, l'Espagne tombe dans l'escarcelle des Habsbourg, et donc toute la tradition de peinture flamande rentre aussi dans la tradition espagnole. Et c'est très marrant de voir dans l'une de ces peintures des Amériques, je crois que c'est la présentation de La fuite en Égypte, on voit donc la Vierge et Saint-Joseph et l'enfant Jésus sur l'âne qui fuit en Égypte, et puis dans le fond, on voit une scène de moisson qu'on croirait venue de Flandre, en fait. Donc des artistes de Cusco vont imiter des Flamands par l'intermédiaire de l'Espagne. Ça, pour moi, c'est
En fait, j'avais beau avoir vu des choses. On ne dit plus rien, Bénédicte. Non, mais je trouve que c'est quand même très intéressant de voir. Certes, ça n'est pas purement sur de la technique artistique, mais sur l'inspiration, l'amplitude de cet empire espagnol au siècle d'or et la variété du siècle d'or. Moi, j'ai trouvé ça assez génial. Il y a On aussi très peu de salles. un Saint Jean-Baptiste, qui est le premier. C'est une plaisanterie entre nous deux, donc personne ne peut la comprendre. Merci. C'est le premier exemple connu de l'influence de Caravage aux Amériques. Non, mais encore une fois, comme ça n'est que des œuvres issues d'un même lieu, comme il n'y a pas d'emprunt pour compléter le propos, ça le limite un petit peu. Mais sinon, vous voulez donner un coup de en effet, cœur, alors moi je voudrais quand même mettre en valeur deux expositions qui sont deux pour le prix d'une. Non, mais c'est vrai, mais non, parce que Nicolas voudra en parler aussi, mais consacrées à des artistes qui sont totalement méconnus et sur lesquels on apprend des tas de choses de nouveau. Donc Henri Gabriel Ibels au musée Toulouse-Lautrec à Albi. Donc ce musée est merveilleux, cette ville est merveilleuse. Et en plus, on découvre cet artiste qui faisait partie des Nabis. Les Nabis sont quand même relativement connus et lui, pas de chance. Il est beaucoup moins connu parce que sa production est essentiellement composée d'œuvres graphiques, des dessins, des affiches, des estampes et moins de peinture. Et c'est ce qui explique d'ailleurs son surnom, parce que les Nabis ont tous des surnoms. Paul Sérusier, c'était le Nabi à la barbe rutilante. Maurice Denis, c'était le Nabi aux belles icônes. Vuillard, c'était le zouave. Et lui, Ibels, pas de chance, c'est le Nabi journaliste. C'est très factuel, c'est pas très poétique. Très péjoratif, surtout. Ouais, parce qu'il travaillait dans En plus, quelle horreur. Tu ne savais pas combien ce métier était dangereux. Et parce qu'il a essentiellement fourni des dessins pour la presse, d'abord pour des revues anarchistes comme Le Père Pénard. Ensuite, il a créé lui-même son journal au moment de l'affaire Dreyfus, Le Sifflet. Il a produit des dessins satiriques pour des revues comme Le Sourire. Et il a également développé beaucoup d'illustrations de programmes de théâtre, parce qu'il il collaborait avec André Antoine pour le Théâtre Libre. Et il a cherché absolument à se faire connaître en veillant, à chaque fois en illustrant le programme d'une pièce, en veillant à produire une illustration qui n'avait rien à voir avec la pièce, si bien que les gens étaient assez agacés, ne comprenaient pas le rapport entre l'image et le texte, et c'est ainsi qu'on a beaucoup parlé de lui. Et l'intérêt de cette exposition, c'est que non seulement elle met à jour un artiste qui avait été oublié, mais en plus les recherches à l'occasion de cette exposition ont fait surgir un pan de sa production qu'on ne connaissait pas du tout, qui est la production de déguisements et de costumes pour le cinéma et pour le théâtre et pour les gens qui voulaient se déguiser. Et il avait un atelier vente au printemps. Et il enseignait lui-même l'histoire du costume, si bien qu'il a fait des planches de dessin sur les costumes au XVIIe siècle, les costumes au XVIIIe siècle. Et c'est ainsi que, on voit comme ça toutes les facettes de son œuvre. Et c'est tout à fait intéressant. Et c'est jusqu'au 25 juillet, donc à Albi. Vous avez c'est très bien que ça soit Albi, parce que c'est chez l'ami Toulouse-Lautrec. En plus, non mais tout ça est cohérent, mais puisque ça pourrait Toulouse... être au musée de Montmartre, par exemple. Non, mais alors, l'exposition était auparavant au musée Maurice Denis, donc un autre Nabi, à Saint-Germain-en-Laye. À présent, elle est au musée Toulouse-Lautrec, qui était un de ses amis avec qui il a collaboré. Tout ça est cohérent. Et alors, un deuxième inconnu dont vous voulez nous parler. Non, mais vas-y. Non, bah non. Et Nicolas enchaînera. Alors, Ferenczi au Petit Palais. Ferenczi. Oui. Voilà. Qui est un artiste totalement inconnu et qui mérite d'être mis en valeur parce que c'est un Hongrois. Là encore, c'est cohérent que ce soit au Petit Palais, puisque le Petit Palais est le musée des Beaux-Arts de la ville de Paris, et cet artiste est passé à Paris, mais c'est un artiste complètement cosmopolite qui parlait plusieurs langues, qui est allé à Paris, qui est allé en Italie, qui est allé en Allemagne. Et cette exposition montre qu'il est inclassable parce qu'il est naturaliste, impressionniste, symboliste, et il avait quand même la liberté de ne pas avoir besoin de vivre de son art. C'est pour ça qu'il s'est senti libre d'aller explorer toutes les voies qui l'intéressaient. Et cette exposition montre très bien toutes les facettes de son art en partant du naturalisme influencé par Bastien Lepage,
pour aller jusqu'au symbolisme qu'il a découvert à Munich, pour passer à des nus extraordinaires, des portraits. Et j'ai trouvé que... Alors, il ne faut pas se fier du tout à l'affiche, qui est une catastrophe. C'est vraiment un ratage. Ça ne donne pas du tout envie d'y aller. Non, mais c'est intéressant parce que ça reprend l'une de ses œuvres très connues, qui en réalité est beaucoup plus brillante, avec beaucoup plus de matière. Là, ça rend rien du tout. Donc, ne vous fiez pas à l'affiche. Un mot sur Ferenczi Oui, c'est intéressant. Bon, ils sous-titrent l'expression, voilà, l'exposition modernité hongroise. Bon, on est à Budapest, on n'est pas à Vienne, parce que c'est quand même une modernité qui a toujours un tout petit train de retard. Ferenczi vaut surtout pour sa personnalité, pour ce qu'il aime, pour les personnages qu'il peint autour de lui, qui sont vraiment le reflet d'une personnalité extrêmement accueillante, extrêmement généreuse et curieuse. C'est pas absolument un moderne, c'est un post-impressionniste hongrois. Bon, mais dans son œuvre, assez prolifique, il vit assez longtemps. D'ailleurs, c'est simple, sa date de naissance et de mort, ses dates de naissance et de mort correspondent à quelques années près à l'existence de la double monarchie austro-hongroise. Et il est vraiment une des incarnations de ce creuset artistique qu'a été l'Empire d'Autriche-Hongrie. Enfin, la double monarchie, très précisément. Et il y a quelques tableaux dans cette profusion de... Voilà, c'est ni moderne ni ce que vous voulez, mais il y a des tableaux qui sont hyper lumineux, qui sont absolument magnifiques, et ça vaut le coup d'aller le voir, parce que pour un inconnu, il est capable de marquer les mémoires. Petit Palais jusqu'au 6 septembre. Un autre coup de cœur rapidement, Nicolas ? On pourrait quand même parler de Lee Miller. Ouais. Non, parce que c'est une exposition importante, parce que voilà, une égérie qui a fait quelque chose, je veux dire, qui a véritablement fait quelque chose. On n'a pas pris prétexte de la féminité d'un artiste pour l'exposer. C'est vraiment, c'est une égérie qui en avait sous le pied, et la manière dont elle s'est investie dans le photojournalisme, après avoir été mannequin, après avoir été courtisé, convoité même par les surréalistes, après avoir lutiné avec les surréalistes sous l'œil goguenard et un rien connaisseur de Man Ray. Elle, qui ne rêvait que de faire de la photo, a réussi à se faire accréditer comme journaliste de guerre, et elle a pris des photos de la fin de la Deuxième Guerre mondiale qui sont entrées dans l'histoire. Donc, cette exposition montre le travail de Lee Miller, sans omettre d'ailleurs ce qu'elle a été auparavant, sans trop insister sur le fait qu'elle ait été une égérie, parce que ça devient quasiment insultant pour une femme, mais enfin bon, d'avoir été adulée, ça n'est pas rien non plus. Et la seule chose qui mérite quand même d'être dit dans cette histoire, c'est que c'est une exposition donc, qui parle d'une photographe qui s'est rendue célèbre pour les photos qu'elle a prises de la libération des camps ou du débarquement en Normandie. Et ces photos-là ne sont pas disponibles en service de presse, ni d'ailleurs les portraits que Man Ray a pris d'elle. Mais pourquoi donc ? Puisque c'est pour ça qu'on s'intéresse à elle. Non, pour des raisons probablement d'argent. Voilà, je tiens à le dire parce que c'est très énervant. Et c'est au musée d'art moderne. On aurait pu aussi parler de la marquise de Sévigné. Absolument, en parlant d'égérie qui en avait sous le pied, d'une femme belle et intelligente. Mais nous n'avons pas le temps. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve tous les quatre au début du mois de juin. Nous très bien, mais je vous en parlerai très volontiers. Gaudi avec la Sagrada Familia qui est peut-être presque finie. On parlera de Calder, on parlera... des explorateurs au musée de la guerre, au musée de l'armée. Et de Rodin et Michel-Ange. Bien sûr, de Grand quand même. Et de Rodin, Michel-Ange au Louvre. Et des Macchiaioli de Segantini. Début juin, la semaine prochaine, on parlera de théâtre, puisqu'on sera le lendemain, le surlendemain de la cérémonie des Molières, donc nous reviendrons dessus. D'ici là, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et une très bonne semaine.